Donc, bienvenue au webinaire Supercalculateur et simulation numérique, donc présenté et animé par Gensi dans le cadre du pôle systématique. Je suis Élise Quintel, je suis chef de projet chez Gensi et je vais vous présenter les activités de Gensi avant de passer la parole aux interlocuteurs. Donc Gensi, c'est un acteur majeur de la révolution numérique en Europe. Nous avons 3 supercalculateurs qui permettent d'accompagner 1000 projets de recherche par an, dont 350 en intelligence artificielle. Nous sommes une société civile créée en 2007 qui comprend 17 personnes et on coordonne 3 centres de calcul nationaux. Notre société est avec des associés 100% publics. Nous dépendons du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et également du CNRS, du CEA, de l'INRIA et de la Conférence des présidents d'universités. Le budget de Gensi est de 39 millions d'euros par an et nous sommes donc opérateurs publics de l'État pour la maîtrise d'ouvrage national pour le calcul intensif et le stockage de données pour la recherche académique et industrielle. Nous avons actuellement une puissance de calcul de 50 pétaflops. Nous pouvons distribuer 2 milliards d'heures de calcul par an, ce qui représente donc les 1000 projets de recherche, dont 350 en intelligence artificielle. Et nous accompagnons environ 10% de projets en partenariat avec un industriel. Gensi s'intègre dans une pyramide du calcul, c'est-à-dire que nous intégrons un écosystème qui comprend des centres régionaux qui correspondent à un niveau tiers 2, où on a des projets avec des partenaires régionaux, notamment le projet Equipadmeso qui, cette année, devient Maisonnet et qui inclut 22 partenaires régionaux. Au deuxième niveau, nous avons les centres de calcul nationaux, les centres de tiers 1, qui comprennent nos 3 centres de calcul, le CINES, l'IDRIS et le TGCC. Au sommet de la pyramide, nous avons les centres européens qui correspondent au tiers 0. Nous sommes impliqués dans ces centres européens par l'intermédiaire de la gouvernance intergouvernementale PRACE, puis européenne EuroHPC. Dans PRACE, nous sommes 22 pays membres, dont la France, représentée par Gensi, ce qui représente 7 calculateurs. Donc, voici succinctement nos 3 centres de calcul nationaux. Ils seront présentés plus en détail par Delphine Théodorou. Donc, ça représente 50 pétaflops en 2020. Ça évolue régulièrement. Nous avons donc un plan pluriannuel sur 10 ans, donc avec un budget de 39 millions d'euros par an. Nous renouvelons cette année et en début d'année prochaine le centre de calcul du CINES. Et nous sommes également impliqués dans des initiatives autour des prochaines machines, dont l'Exascale, qui sera implanté au TGCC. On a une cohérence entre nos 3 centres de calcul qui montrent ainsi une architecture, des architectures complémentaires, mais avec des spécificités propres à chaque site, et un réseau haut débit intercentre porté par Renater. Pour l'évolution des activités de Gensi, ça s'inscrit en fait dans le cadre européen et notamment donc vers l'Exascale, qui a un budget de un peu plus d'1 milliard d'euros pour la première phase, qui comprend l'installation dans des pays européens de machines pré-Exascale. Puis ensuite, dans une deuxième phase, nous aurons les machines Exascale qui seront donc intégrées dans notre centre français du TGCC. Et la deuxième, ça sera dans un centre allemand. Nous sommes impliqués également dans des actions autour du quantique,
notamment donc dans le plan quantique qui a été annoncé par le président de la République il y a quelques jours, et également dans des initiatives régionales avec, portées par la région Île-de-France. Donc c'est le projet du PAC quantique, et également dans des projets européens, donc HPC QS. Voilà, je vais passer la main à mon collègue Abraham Lunda pour la présentation du programme SIMCEO, et je vous inviterai à poser les questions après. Très bien. Alors, bonjour à tous. Donc là, je vais partager mon écran. Hop. C'est bon, Elise, tu vois? Oui. Ok, nickel. Alors, donc, Elise a parlé de GENSI donc, au niveau national et de ce qui concernait GENSI. Donc, moi, en fait, je vais aborder le sujet du programme SIMCEO. Donc, le programme SIMCEO, en fait, il est à l'attention justement des startups, PME et ETI. Donc, c'est la simulation au service des entreprises. Voilà. Alors, le programme SIMCEO, alors, il faut savoir qu'il fait partie du programme Euro-HPC, donc le programme européen. On a démarré ça le 1er septembre 2020. Donc, on est partenaire Terratech et du Cerfax. Alors, c'est vraiment dans le but de mener des actions concrètes vers les PME, donner un accès aux moyens nationaux pour la recherche ouverte. SIMCEO, donc, c'est un projet sur 2015 à 2022 et qui est piloté donc, par la DGE, BPI France, et coordonné par GENSI et Terratech. Donc, c'est vraiment un accompagnement de proximité des PME avec 6 plateformes régionales. Alors, ces 6 plateformes régionales, donc, ce sont celles qui s'affichent ici. Alors, donc, on a celle du Crian en Normandie, Roméo, Semosis, Mémosine, le Calmip et le SNASA. Et bien sûr, on a GENSI donc, qui coordonne toutes les opérations au niveau national. Voilà, donc le programme SIMCEO, c'est un réseau d'experts métiers en simulation numérique, un accompagnement de projet, donc, un accompagnement d'un projet industriel. C'est également un financement donc, à hauteur de 50% par BPI France, donc sans avance de trésorerie de votre part. Et nous sommes également partenaires de la French Tech Centrale, donc, qui est située à Station F. Alors, donc là, on va passer plus sur la partie donc de ces centres de calcul régionaux qu'on a. Alors, c'est 6 architectures d'HPC qui sont uniques en France. Donc, pour un peu résumer, enfin, pour pas trop résumer justement, donc la machine Roméo, la machine Myria, machine Olympe, machine SNASA, Semosis et Mémosine. Donc là, vous avez justement où elles sont situées sur la carte. On a donc 9 pétaflops disponibles, 300 GPU accessibles pour l'IA et on a déjà sensibilisé plus de 2100 entreprises qui sont intéressées. Donc, le programme SIMCEO, en fait, comme je vous ai dit plus tôt, c'est un programme qui s'adresse justement aux PME, startups et ETI. Donc, c'est une offre d'accompagnement à l'usage de la simulation numérique et du calcul intensif. Donc, on va aider les entreprises justement à comprendre leurs besoins par le biais d'un audit. Et en fait, en fonction, on va leur proposer du conseil et de l'accompagnement avec de l'expertise spécialisée. Tout ça en lien avec leur domaine d'activité. Donc, un chercheur, en fait, dans les centres, un chercheur par centre régional ou plusieurs vont pouvoir se pencher sur le projet et vraiment adapté à votre domaine d'activité. Et donc, comme vous voyez, on a les audits de projet, on a les mises en relation avec l'écosystème correspondant, donc les chercheurs, le développement d'algorithmes qu'on peut faire. Donc, on peut améliorer vos codes de calcul, gérer donc la base de données grâce au HPC, vous faire monter en compétences et vous donner de l'accès à des heures de calcul. Voilà. Alors, donc, au niveau de l'accompagnement et de l'accès, alors c'est assez facile. GENSI, avec GENSI plutôt, on va faire 2 appels à projets par an, alors qu'avec SIMCEO, on prend les projets sur toute l'année. Donc, en fait, le premier mois, donc justement, le premier mois, moi, je vais récupérer donc la fiche de renseignement, la fiche PME, que je vais transmettre suite à mon analyse du besoin, je vais la transmettre à la plateforme. La plateforme, justement, va analyser le projet, faire une proposition donc, à vous, et ensuite établir un devis. Donc ça, c'est sur la partie toujours de l'accompagnement, du début plutôt. Et ensuite, sur la partie donc, de la subvention, donc là, c'est la seconde partie de l'accompagnement. Là, une fois que le devis a été renvoyé, une fois que vous avez donc acquéri les 50% de subvention par BPI France, donc d'entrée de jeu, vous avez également 50% donc, restant à vous.
que vous pouvez aller chercher, enfin récupérer ailleurs via le crédit impôt recherche ou d'autres services de paiement. Donc le projet, il va justement être lancé. Voilà, le projet, il peut être, il peut être sur une durée entre 6 à 1 an. La facturation, c'est au bout d'un an. Donc en général, les projets, donc c'est vraiment sur un an qu'ils se font. Voilà. Donc l'accompagnement, il est assez rapide. On va directement passer sur un accompagnement au bout d'1 mois de prise en charge à 2 mois max. Enfin, c'est vraiment du 1 mois plutôt maximum. Et le projet, il va se lancer assez rapidement. Donc, vous pourrez également disposer de formations de la part de la plateforme de calcul régional. Donc, ça, c'est intéressant pour les personnes qui souhaitent vraiment savoir ce que c'est que la simulation numérique, le calcul intensif, etc. Alors là, je vais passer sur donc des cas, en fait, des use cases, justement, d'entreprises qu'on a pu accompagner. Donc là, vous avez Pascal. Alors Pascal, donc c'est une jeune entreprise située donc à Palaiseau qui dispose donc d'un processeur quantique à atomes neutres contrôlé par des lasers. Donc en fait, leurs besoins étaient assez simples. En fait, ils avaient besoin de calculs pour aider à l'architecture de leur machine, donc dans le cadre d'études de performance, de simulation des erreurs du système, et pour développer des cas d'usage en fait en amont, pour des projets R&D et pour de la comparaison avec des algorithmes classiques. Donc, ils ont eu à disposition 160 000 heures de calcul sur un an, avec un accès au centre du CINES à Montpellier, donc qui est une de nos grosses plateformes nationales. Ensuite, on a pu également travailler et donc aider la plateforme, enfin la startup plutôt Ciné, qui est située donc en Normandie, avec la plateforme donc nationale, enfin régionale du Crian en Normandie. On a pu justement les aider sur une partie de leur modélisation en fait, de bruit sous-marin à un très haut niveau de résolution. Voilà, en fait, ils en avaient besoin pour pouvoir accélérer leur performance et lancer des calculs d'envergure. Parce que voilà, Ciné travaille justement dans le but d'exploiter vos données et vous fournit les indicateurs clés pour piloter votre activité, mais sur le milieu, c'est adressé aux industries maritimes et à l'étude du milieu marin. Et donc, les résultats obtenus, en fait, ils ont été assez conséquents. Réduction notoire du temps de calcul, capacité de modéliser des larges zones géographiques et un développement accéléré de l'application acoustique Ciné. Donc, voilà, le but, c'était vraiment de modéliser les bruits sous-marins à un niveau à un très haut niveau de résolution, et ça a marché, ils sont montés en compétences et donc ils ont été très satisfaits de cet accompagnement. Alors voilà donc pour SimCO, c'est donc un programme adressé aux PME, startups et ETI. Donc là, vous avez sur cette slide, vous avez donc les contacts pour pouvoir nous contacter en fait, hein, mon mail, mon numéro de téléphone. Et vous avez également donc le site Gency, gency.fr, et vous avez la rubrique SimCO, donc sur lesquelles vous pouvez avoir toutes nos études de cas, ce qu'on fait avec SimCO et comment nous contacter, donc moi et Elise. Voilà pour moi, je vais laisser la parole à Delphine. Ouais. Merci Abraham. On a quelques minutes pour que les participants puissent poser des questions. D'accord. Je vous invite à les poser dans le chat et on les prendra au fur et à mesure. S'il n'y a pas de questions, on va passer à la suite. Ah, je vois une question. Oh, c'est un bonjour. Ah. Delphine, je te laisse prendre la main du coup pour la suite, pour présenter les activités du DARI. Ah, alors si, en fait, il y a une question. Jusqu'où peut aller votre analyse? Est-ce qu'il y a de l'audit de code? Je te laisse répondre, Abraham. Alors, bonjour Fluidian. Donc la question c'était jusqu'où peut aller votre analyse audit de code? Alors, en fait, l'analyse et l'audit sont des éléments qui sont gratuits. Donc, en fait, c'est en rapport avec, par contre, ça va être en rapport avec la plateforme régionale. Du coup, ça va être à la suite du remplissage de votre fiche PME, en fait.
on va pouvoir aller jusqu'à… Bah, en fait, Elie, je me demande, enfin, je me pose la question, jusqu'à quel niveau d'embouchure, en fait, après, on peut plus. Parce que… Du coup, en fait, la première phase du programme comprend, on vous met en relation directement avec la plateforme régionale qui va vous aider à développer à développer votre projet. Dans cette première approche du projet, donc vous allez exposer votre besoin et la plateforme pourra vous orienter vers un détail d'accompagnement. Et dans cette première phase, en fait, il peut y avoir une analyse et un audit de votre code qui sont gratuits, en fait. Et une fois cet audit fait, la plateforme pourra vous remettre un devis et après, vous démarrez le projet vraiment concret d'accompagnement avec donc du développement de code, l'optimisation, du portage et de l'accès donc au supercalculateur. C'est ça. Donc, en fait, Fluidian, c'est vraiment dans la phase préliminaire, en fait, qu'on va pouvoir analyser votre besoin. Donc, ça va être en amont. Donc, quand on vous mettra en relation avec la plateforme régionale de calcul, en fait, c'est là que vous allez pouvoir transmettre ce besoin-là. Et via l'audit en question, vous pourrez donc analyser votre code, en fait. Et ensuite, à la phase supérieure, tout sera mis en place pour commencer donc, le projet. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Parfait, merci. Donc, il y a une deuxième question de Nicolas Coste. Quel est le Alors, coût moyen observé en général? général. Donc, il me semble, en tout cas, sur le marché, et nous également qui sommes sur le marché, que ce qui va coûter, en fait, ce qui va coûter, entre guillemets, plus cher, ça va être la matière grise, donc le chercheur en question. Mais l'heure de calcul est située à 5 centimes de l'heure. Élise, je ne me trompe pas? Oui, alors il y a Marie-Sophie de la plateforme du client de Normandie qui peut apporter, qui est dans le chat, là, qui peut apporter une réponse aussi. Yes. Après, en attendant qu'elle se connecte, en attendant, le coût moyen observé, donc si c'est le coût du projet, la question porte sur le coût du projet. D'accord. Ça va être variable donc en fonction du temps ingénieur qui est mis à disposition et également du temps, du nombre d'heures de calcul. Et évidemment, donc, le coût moyen du projet va forcément dépendre de ce temps ingénieur et de ce temps de calcul. Si le temps ingénieur est plus important, le projet sera plus coûteux que si c'est uniquement des heures de calcul. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour, bonjour à tous. Oui, je voulais juste compléter sur l'audit de code, parce que sous-entendu, c'est peut-être beaucoup plus que ce que l'on peut faire dans la phase amont, où on voit juste finalement la faisabilité de faire tourner le code sur la plateforme. On peut avoir des demandes où les gens demandent comment dire, un accès à l'expertise HPC qui est présente dans le centre. Est-ce que le code est bien parallélisé? Est-ce que, voilà, donc ça, c'est à voir au cas par cas. Il y aura, nous, on a déjà été confrontés à ce genre de demande aux clients, donc il faut que ça colle vraiment avec les compétences de l'ingénieur du centre, qui a aussi un intérêt scientifique pour l'ingénieur du centre qui a cette compétence-là. Et puis, de toute façon, c'est dans une certaine limite, quoi. Ça ne peut pas être au-delà d'une dizaine de jours. Ou après, peut-être avec des labos, ça peut aller plus loin dans une collaboration avec un laboratoire de recherche. À ce moment-là, c'est allé sur quelques mois, mais on rentre dans un autre processus. Est-ce que j'ai été claire? Voilà. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que le niveau de prestation, de toute façon, il sera limité. Il est possible sur des sujets pointus où les compétences sont effectivement dans les centres de calcul, mais ce sera limité. Ça ne va pas être a priori des projets de grande envergure. Et si c'est avec des labos de recherche, à un moment, ça passera aussi dans les modes de fonctionnement habituels des labos de recherche. Peut-être un postdoc sur quelques mois ou des choses comme ça. Voilà. Okay. Merci Marie-Sophie. Merci, Marie-Sophie. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, on va passer à la présentation de l'offre de Gensi à travers le DARI.
Delphine, je te laisse partager tes slides. Merci Élise. Donc bonjour à tous. Vous voyez bien mes slides? Élise, ça marche bien? Oui, c'est bon. Merci. Donc bonjour à tous, je suis Delphine Théodorou et aujourd'hui je vais vous présenter donc, le processus d'attribution des heures sur les moyens de calcul de GENSI. Donc Élise vous a déjà introduit GENSI donc, avec les différents rôles. Donc je vais juste vous rappeler quelques-uns en fait, dont je vais vous parler un peu plus en détail. Donc, un rôle correspond à porter la stratégie nationale d'équipement en moyens de calcul intensif et stockage. Donc, on finance des équipements, on passe des contractualisations avec des constructeurs pour leur achat et la maintenance. On n'achète pas n'importe quelle machine, donc on a une cellule de veille technologique qui permet la spécification également en amont. On fait des conventionnements avec des centres de calcul nationaux pour la partie exploitation et support. Et une fois qu'on a ces calculateurs, donc on attribue des ressources qui sont gratuites, des ressources de calcul et stockage au niveau national pour les chercheurs académiques et industriels, à condition de faire de la recherche ouverte, c'est-à-dire publier les résultats qui sont obtenus grâce à ces simulations. On a également des rôles pour promouvoir la simulation numérique et le calcul intensif, dont Abraham vous a parlé de SimCO. Et le troisième rôle, c'est soutenir l'écosystème intégré du calcul intensif à l'échelle européenne. Donc au niveau européen, donc on est le représentant français au niveau de PRACE. Donc quand on parle de l'écosystème du calcul intensif en France, on parle d'une répartition des moyens en tiers avec la pyramide de calcul que vous pouvez voir à gauche. Et en fonction des besoins que vous avez de la puissance nécessaire, vous allez être à différents niveaux de la pyramide. Donc tiers 3, laboratoire, puis après on a niveau régional, niveau national et puis niveau européen. Donc GENSI est à cheval sur les 3 niveaux, tiers 0, tiers 1 et tiers 2. Et donc moi, je vais vous parler principalement de la partie tiers 1 avec les centres de calcul nationaux. Voilà, donc la partie gouvernance nationale. Dans la suite des slides, je vais parler de puissance en pétaflop. Et donc, qu'est-ce qu'un pétaflop? C'est 1 million de milliards d'opérations flottantes par seconde. Donc, on a 3 centres de calcul nationaux pour la production. Le CINES, qui héberge le calculateur Oxygène depuis 2015, qui est opéré par le ministère d'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, MESRI, et la CPU, donc c'est la conférence des présidents de l'université, et qui est située à Montpellier, dont l'appel d'offres pour renouveler ce calculateur est en cours. On a l'IDRIS qui héberge le calculateur Jean Z depuis 2019, qui est opéré par le CNRS et qui est situé à Orsay. Et le TGCC qui héberge Joliot-Curie depuis 2018, qui est opéré par le CEA et qui est situé à Bruyères-le-Châtel. Donc, on a une offre qui est complémentaire avec des supercalculateurs généralistes et équilibrés, mais également des supercalculateurs et des accélérateurs GPU. Le tout avec des services de pré- et post-traitement disponibles et de la visualisation qui est possible. On considère qu'on a environ une évolution tous les 10 mois avec l'arrivée de nouvelles machines et ou prototypes et un doublement de la puissance chaque année. Voilà, on a également la possibilité de déplacer des projets entre les centres en fonction des codes et de leur environnement et des caractéristiques des machines dont je vais vous parler un peu plus en détail dans ces slides. Donc, je vais commencer par Oxygène, donc, qui est hébergé au CINES. C'est un système Atos Bull de 3,5 pétaflops de puissance crête avec un peu moins de 86 000 cœurs de calcul. On a 2 partitions, une partition Haswell et une partition Broadwell, le tout connecté via un réseau d'intercommunication InfiniBand. Donc voilà, vous avez les caractéristiques techniques si besoin. Dans cette slide, donc, je vais vous présenter Jean Z, donc hébergé à l'IDRIS, qui est un système HPE. Donc, une des particularités de ce calculateur, c'est qu'une partie est réservée pour des projets en intelligence artificielle. Et donc, on a plusieurs partitions. Une partition Cascade Lake de 5 pétaflops avec plus de 3000 processeurs Cascade Lake et plus de 61 000 cœurs.
une partition convergée avec des nœuds scalaires et des GPU. Donc, on arrive à un peu moins de 1700 GPU, dont 770 sont réservés pour l'IA. Donc, comme je vous ai dit qu'il y avait une partie qui était réservée à l'IA, on a également un support qui est dédié pour l'IA. Et on a tous les logiciels ou une préinstallation qui est optimisée avec des logiciels qui peuvent être nécessaires comme TensorFlow, PyTorch, etc. Donc, c'est le supercalculateur convergé le plus puissant d'Europe. Et donc, on a un équilibrage entre la capacité mémoire, la puissance calcul, etc. Le dernier des 3 centres donc, nationaux, donc le TGCC, donc, qui héberge Joliot-Curie, qui est un système Atos Bull Sequana qui a plusieurs partitions. La partition Skylake avec près de 80 000 cœurs, la partition KNL, ROM et puis V100. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de cœurs de calcul. Par exemple, pour la partition ROM, on est à près de 300 000 cœurs de calcul. On a également des GPU, donc 128 GPU pour la partition V100 pour faire du post-traitement et ou de l'IA. Et une des particularités de ce calculateur, c'est qu'une partie est réservée à des calls européens, Trace. Voilà. Donc, on a également une configuration équilibrée. Donc, je vous ai parlé d'une cellule de veille technologique que Gency coordonne. Donc, ça permet d'anticiper l'arrivée des futures architectures et de tester les machines un peu en avant-première afin de préparer les communautés scientifiques nationales via des accès et des workshops. Cette cellule, elle est constituée de 20 experts issus des partenaires de Gency dont Élise vous a parlé précédemment. Et actuellement, on a un prototype qui est disponible au TGCC. Donc, c'est la partition ARM ThunderX2 au sein du supercalculateur INTI. Donc, vous avez les caractéristiques ci-dessous. Et donc, on a 2 autres prototypes qui ont été arrêtés récemment, un en GPU et un en KNL. Donc, je vous ai parlé des calculateurs, mais comment obtenir des ressources Gency dessus? Donc, c'est facile, tout se passe via un portail commun, www.idari.fr. Donc, je vous ai mis une copie d'écran de la première page. En fonction de votre usage et de vos besoins, donc vous pouvez cliquer, c'est dynamique et vous aurez toutes les informations sur les machines, les appels à projets, les documents, les modalités d'accès, etc. Donc, je vous ai juste mis le site à titre indicatif. On a plusieurs types d'accès qui sont adaptés à différents types de besoins. Donc, je vous ai résumé les principales caractéristiques et différences de ces accès dans le tableau en bas de la slide. Donc, on a des accès réguliers qui sont destinés à des calculs importants. On a un appel à projet biannuel qui permet de postuler pour avoir des heures pour une durée d'1 an sur les supercalculateurs de production. On a un accès préparatoire qui permet le portage, l'optimisation et la parallélisation de code. Et donc, l'appel à projet est ouvert en permanence pour obtenir des heures sur 6 mois, à la fois sur les supercalculateurs en production, mais également sur le prototype qui est disponible au TGCC. Et enfin, l'accès dynamique qui permet le développement d'algorithmes et méthodologies en IA, mais également son utilisation. Et donc ça, c'est pour avoir des heures sur la partie Genzev V100 dédiée à l'IA. L'appel à projet, il est ouvert en permanence et donc c'est pour avoir des heures sur une durée d'1 an. Donc, je vais vous présenter le workflow de ces 3 types d'accès et vous montrer à peu près les différences entre les différences. Donc, pour l'accès régulier, donc on a un appel à projet biannuel, un en janvier, février et un en juillet jusqu'à septembre. Donc, si vous souhaitez postuler, l'appel à projet se termine le 12 février à 10 h. Donc, ça se passe via le site IDARI, où vous déposez vos candidatures. On a à peu près 600 dossiers d'accès régulier par an. Suite au dépôt des projets, donc on a une expertise qui est faite par des comités thématiques, donc qui comprend 11 présidents de comités et 120 experts, donc qui vont évaluer la qualité scientifique et technique. Puis on a des comités d'évaluation et d'attribution dont le rôle est de proposer des attributions et arbitrer selon les disponibilités entre machines. Voilà, donc après, les heures sont attribuées pour une durée d'1 an et il faut juste donc se créer un compte sur la machine.
La différence par rapport à un accès préparatoire, donc vous voyez que c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est pour tester, porter vos codes. L'appel à projet il est ouvert en permanence. L'expertise ne sera faite que par le directeur du centre. Et donc, il n'y a pas les comités d'évaluation d'attribution. Vous avez directement l'attribution après pour 6 mois. Et donc, il faut également vous ouvrir un compte sur la machine. L'accès dynamique, donc, qui est réservé aux projets en intelligence artificielle, et a également un appel à projet qui est ouvert en permanence. Et donc, l'expertise se fait également par le directeur du centre. Et si besoin ou si le dépassement d'un seuil, ça peut être fait sur demande également par des experts IA du CT10. Donc, ici également, créer un compte sur la machine pour avoir des heures pour une période d'1 an. Voilà, donc pour résumer, on a un processus unique pour candidater sur les 3 centres de calcul nationaux. On a environ 600 projets par an pour les accès réguliers et ça représente environ 3000 utilisateurs, environ 300 projets par an pour les accès dynamiques. Depuis 2010, on a expertisé plus de 4500 dossiers. Donc, les ressources sont ouvertes aux projets scientifiques, académiques et industriels, à condition de faire de la recherche ouverte, c'est-à-dire publier les résultats qui ont été obtenus grâce à ces simulations. On a un critère de sélection sur l'excellence scientifique. Donc, juste pour vous rappeler, cet accès, il est gratuit aux ressources, les ressources de calcul et de stockage. Et on offre donc un support et un accompagnement aux utilisateurs, donc qui est fait par Gency, mais principalement par les centres de calcul. Donc, on a différents niveaux, niveau 1, 2 et 3, avec des formations qui sont aussi offertes par les centres. On offre un catalogue de services avec un livret à utilisateur commun qui regroupe le matériel, le type de support, les logiciels qui sont disponibles dans les 3 centres de calcul nationaux. On a un environnement qui est souverain et sécurisé pour tous les types d'accès que je vous ai présentés et qui sont donc adaptés aux différents types de besoins. Et pour tout renseignement complémentaire sur le processus d'attribution, donc n'hésitez pas à aller sur le site IDARI, le site de Gency et les 3 centres nationaux. Et vous pouvez également contacter accès@gency.fr si vous avez des questions supplémentaires. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Delphine. Il y a une question, enfin il y a plusieurs questions. 600 dossiers déposés par an, mais combien retenus? Alors, on a un taux de sélection, enfin d'acceptation qui est proche de 98%, de 97 à 98% en fonction des années. Donc, voilà, et donc les projets qui sont soit pas retenus, ils ne sont pas laissés sur le côté, hein, soit ils déposent un accès préparatoire pour préparer un prochain dossier. Et donc, il y a un accompagnement qui est fait par les présidents des comités thématiques pour améliorer la qualité des dossiers. Donc, il n'y a pas de... Je ne sais pas si ça répond à votre question. Une deuxième question. La sélection sur l'excellence scientifique écarte-t-elle une PME qui fait de la simulation sans avoir de publication scientifique? Non, pas du tout. Donc, la première fois que quelqu'un postule pour le DARI, donc via n'importe quel de ces 3 processus, vous avez donc des nouveaux projets qui n'ont pas de publication. Donc, on parle juste de la sélection sur l'excellence scientifique, donc c'est sur le sujet, la thématique, ce que vous souhaitez faire, ce que vous envisagez de produire avec vos simulations. Donc, non, ça n'écarte pas du tout les projets qui n'ont pas encore de publication. Avez-vous une répartition des dossiers retenus entre organismes publics et sociétés privées? Donc, nous, on ne fait pas de différence entre des projets qui émanent de la sphère scientifique, académique ou industrielle. Donc, on n'a pas de différence entre la répartition et l'acceptation des demandes, mais environ, on a 18% des projets qui proviennent des industriels. Ouais. Ok, merci Delphine. Ah, une dernière question. Est-ce que c'est uniquement recherche ouverte si je fais partie d'un consortium européen? Il y a des clauses de confidentialité au sein du groupement. Donc, comme Élise l'a précisé
précédemment. Donc, on est une entreprise privée, mais on a des fonds publics donc, qui viennent des différents associés. Et il faut qu'on puisse justifier des ressources, comment est-ce qu'elles ont été utilisées. Donc, on a une obligation avec l'open data de prouver en fait que de faire partager cette information pour faire avancer la science. Donc, quand on parle de recherche ouverte, on parle de publication des résultats qui ont été issus grâce à ces simulations. Donc oui, c'est vraiment une des conditions qui est vraiment nécessaire, ouais, de publier les résultats. Oui. Ok. Merci Delphine. On va passer à la présentation suivante. On prendra les dernières questions après les présentations. Alors, hop, je partage mon écran. Alors, je vais vous présenter maintenant le programme SHAPE. Donc, c'est un programme qui est un programme européen. Donc là, on passe à l'échelle au-dessus des supercalculateurs. Donc, SHAPE, ça s'inscrit dans le programme européen PRACE. Donc, PRACE, ça veut dire Partnership for Advanced Computing in Europe. C'est une association internationale à but non lucratif qui est localisée à Bruxelles. Elle comprend 26 pays membres et c'est donc une infrastructure de calcul intensif pan-européenne. C'est un accès, ça permet en fait un accès aux ressources pour des applications scientifiques et d'ingénierie à grande échelle et au plus haut niveau de performance. Les ressources sont fournies par 5 membres de cette association. Les membres sont en fait les centres de calcul BSC en Espagne, Cineca en Italie, ETH Zurich SCSC en Suisse, GCS en Allemagne et GENSI pour la France. Les services que propose PRACE, c'est un accès donc, aux ressources pour les chercheurs scientifiques, académiques et industriels. Il propose également des formations de l'éducation pratique. Donc les formations destinées aux professionnels sont les PATC, elles sont ouvertes gratuitement. Et on a également des écoles d'été plus pour les étudiants doctorants. Et il y a une surveillance du marché également liée donc, au HPC pour le développement de PRACE. Il y a plusieurs accès possibles aux ressources de PRACE. Comme pour GENSI, il y a un accès préparatoire donc pour des projets court terme pour vérifier de l'activation du code, du portage. Et ça permet en fait de préparer les dossiers pour le dépôt de projets pour d'autres accès. Et ça permet aussi de montrer que les codes peuvent être optimisés. Donc ça, donc vous pouvez déposer les projets tout au long de l'année, mais c'est évalué tous les 3 mois. Donc il y a les accès SHAPE que je détaillerai ensuite, qui concernent les PME en Europe et qui a pour but de permettre aux entreprises d'intégrer le HPC dans leur modèle. On a également les accès DECI pour les projets qui n'ont pas besoin de ressources très importantes comme pour les ressources de tier 0 et qui n'ont pas besoin d'énormément d'heures de calcul. Donc, ils peuvent accéder, déposer des projets sur ces accès-là et on les orientera vers d'autres machines hors tier 0. Il y a les Project Access, donc ça c'est pour des chercheurs individuels et des groupes de recherche et ça leur permet en fait de calculer pour faire des cycles de production jusqu'à 3 ans, donc on accorde des accès pluriannuels. Tous les accès sont soumis à un examen technique et scientifique, sauf pour les accès préparatoires où là c'est juste un examen technique. Alors, pour
pour Prace, pour les accès à Prace, ça permet en fait de sensibiliser et de fournir aux entreprises européennes l'expertise nécessaire pour tirer parti des possibilités d'innovation donc créées par le HPC donc pour l'entreprise. La PME bénéficie donc de l'expertise et des connaissances développées au sein de Prace. Là, on a l'appel à projet numéro 12 qui s'est terminé en décembre et qui a été évalué là à la fin du mois de janvier. Et le prochain ouvrira normalement au 1er avril, donc c'est des appels à projets qui ont lieu tous les 6 mois. L'appel est ouvert pour une durée de 2 mois et après la clôture de cet appel, il y a 2 mois pour revenir vers les candidats pour accepter ou non les dossiers. Et la période d'accompagnement dure de 2 à 6 mois par les experts de Prace. Et une fois ces accompagnements faits, il est possible d'accéder aux accès préparatoires de Prace, donc ceux dont je parlais juste avant. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que Shape, c'est une opportunité pour les entreprises qui n'ont pas d'expérience ou alors très peu du calcul intensif et qui souhaitent traiter leur projet pour valoriser en fait leur activité via l'utilisation du HPC dans leur processus. Ce que n'est pas Shape, ce n'est pas un moyen d'obtenir des cycles de calcul pour de la production et avec des codes déjà existants. Donc pour ça, il y a d'autres accès. Les machines qui sont accessibles pour ces accès Shape, ce sont toutes celles du tier 0, dont celle française Joliot-Curie. Mais après, vous avez accès à toutes les machines. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans un pays que vous n'avez pas accès à une machine qui serait dans un autre. L'intérêt, c'est justement de pouvoir tester d'autres architectures. Ou en tout cas de trouver l'architecture qui correspond au mieux à son besoin. Donc, comment candidater à Shape? Pour cela, il y a un dossier à compléter qui est disponible sur l'adresse ici. Donc, c'est un template. Je présenterai après ce qu'il y a à compléter dans ce template. Pour vérifier votre éligibilité, vous pouvez envoyer un mail à shape@prace-ri.ue. En tout état de cause, les PME qui sont en Europe et parmi les pays cités ci-dessous peuvent accéder à Shape. Et c'est également la PME dans les termes expliqués par l'Europe. Les dossiers, une fois complétés, sont envoyés à l'adresse shape-appraise-ri.ue et les projets sont évalués par un panel d'experts désigné par Prace. Vous trouverez également sur les accès Internet de Shape à quoi sont soumis les experts. Donc, pour l'application en elle-même, il y a des critères donc, à respecter. Il faut que la PME s'implique dans le projet. Et donc, pour ça, on demande de détailler un plan de travail qui prévoit une implication de Prace à hauteur environ de 50%. Alors, ça peut être un peu moins, un peu plus, c'est en fonction des projets. Il faut accepter de faire connaître son projet aussi à l'extérieur de Prace. À la fin du projet, il sera demandé de produire un livre blanc technique et le projet sera publié sur le site web de Prace. Et il est également demandé de communiquer sur son retour sur investissement à moyen terme après la fin du projet. Pour que le projet soit accepté, il faut que le projet soit solide. Il faut indiquer comment les ressources fournies par Prace vont produire des effets sur le retour sur investissement de l'entreprise. Et il faut également prévoir de s'engager à l'issue de ce projet de manière plus intensive dans l'utilisation du calcul intensif.
La solution technique envisagée doit être évidemment réaliste. La proposition doit être innovante et impliquer des impacts sociaux et économiques sur l'entreprise. Alors, quelles informations sont demandées? Donc, l'identité de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a déjà travaillé avec Prace pour à travers d'autres accès, par exemple? Quelles sont les activités de l'entreprise? Et un résumé du projet avec un plan détaillé. Donc, vous avez un exemple de plan qui est présenté ici. Donc, il faut détailler le plan par tâche, donner une description de ces tâches et quel est l'effort fourni par l'entreprise et l'effort demandé pour Prace. Il est également demandé d'évaluer les ressources qui seraient nécessaires pour le projet dans la mesure du possible. Évidemment, si vous êtes une entreprise qui n'a jamais touché au calcul intensif, c'est un peu difficile de prévoir. Il faut essayer de donner une idée. Après, lors de l'ouverture du projet, ça sera discuté plus précisément avec le centre de calcul et les experts Prace qui seront mis à votre disposition. Donc, il vous est demandé de prévoir quelle est l'architecture que vous aimeriez. Donc, soit vous dites sur quelle machine vous souhaitez calculer, si vous savez déjà, ou sinon, quel serait en termes d'architecture ce qui serait le plus optimal pour vous. Donc, et après, il y a des détails un peu plus précis sur le nombre de cœurs, le nombre de cycles, etc. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que les projets, l'application, le document à rendre fait à peu près 3-4 pages. Il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de détailler le projet, dire en quoi Prace va vous aider à vraiment aboutir dans ce projet et donner vraiment un plan détaillé des actions qui vont avoir lieu. Et également, donc, quel va être le retour sur investissement demandé. Donc, vous trouverez toutes les informations des différents accès sur Prace, prace-ri.ue. Les accès à Shape, donc toujours sur le site Prace, vous avez le lien vers HPC Access et Shape Access. Vous pouvez si vous avez des questions à l'issue du séminaire, vous pouvez me contacter. Je suis une des expertes qui évalue en fait les projets Shape. Et vous avez également, pour tous les accès de Prace en général, vous pouvez écrire à l'adresse peer-review@prace-ri.ue ou alors via les numéros de téléphone ci-dessous. Alors, je prends la parole juste par rapport aux questions. Alors, toutes les questions, mettez-les dans le chat si vous en avez pour ce que Kelly vient de présenter, c'est-à-dire Shape et Prace. Voilà. On laisse encore quelques secondes au cas où il y aurait des questions. Formule, on attend. On a 2 minutes encore. On est en avance de 2 minutes. D'accord, bon. Écoutez, si vous, alors les questions, même des questions un peu générales, alors si vous avez. Sinon. Non, on attendra la fin pour poser les questions générales. Il y a un temps prévu pour ça. Ok, alors les questions liées à Shape et à Prace, c'est maintenant. Alors, il y a juste une question. Est-ce que la présentation est enregistrée? Oui, elle est enregistrée. Et on verra pour la mettre à disposition plus tard. S'il n'y a pas de questions, on peut passer à la présentation de
de la PME qui a été accompagnée dans le cadre de SIMCO, qui est Risk WeatherTech. Et donc, on laisse la parole à Blandine et Gilles. Oui, bonjour. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je suis Blandine Lévéder de Risk WeatherTech. Et donc, je laisse Gilles aussi, mon collègue, se présenter. On va présenter ensemble notre travail. Oui, bonjour, donc Gilles André, Risk WeatherTech. Alors, on va vous présenter une application qu'on a mis en place en partenariat avec le client et avec le soutien SIMCO. Donc, le but était de développer un catalogue de tempêtes probables à très haute résolution sur la France. Alors, ce qu'on va faire, c'est très rapidement présenter un petit peu notre société, et très brièvement, et puis ensuite, on vous montrera ce que l'on a réalisé et comment on l'a réalisé avec l'appui du client et les équipes du client et les soutiens de SIMCO. Donc, nous, on est une société Risk WeatherTech relativement jeune, toute petite structure. On est spécialisé dans la modélisation des problématiques liées au climat. Et on travaille avec différents secteurs. On a une évaluation et modélisation des risques naturels pour le compte des assurances et des réassurances et des compagnies de réassurance qui, depuis longtemps, se penchent sur ce sujet-là. On fait de la création de modèles d'ICAT, c'est-à-dire on fait des modèles de catastrophes naturelles pour les aléas, qui soient inondations, la grêle, la tempête ou encore la submersion marine. Et puis, on a une autre branche où on étudie la vulnérabilité des territoires et des entreprises aux aléas climatiques. Et on évalue aussi l'impact du changement climatique dans différents secteurs, que ce soit le secteur de l'eau, le secteur de l'agriculture, ou même les secteurs industriels, celui des infrastructures, par exemple. Alors, titre, voilà, exemple, on traite beaucoup en termes de, quand on fait de la modélisation des phénomènes naturels, on traite beaucoup des phénomènes qui sont liés évidemment à des problématiques atmosphériques et des problématiques climatiques comme la tempête, comme l'inondation, comme la submersion marine, la grêle ou encore la subsidence qui est liée en fait à l'assèchement des sols en milieu argileux et qui crée énormément de dommages aux structures. Au niveau de l'activité de la modélisation, on fait beaucoup de modélisation atmosphérique à très haute résolution avec le modèle WRF du NCAR. On fait aussi donc de la modélisation physique des risques naturels. On a une approche vraiment physique quand on fait de la modélisation CAT. On regarde comment se produit une inondation depuis les chutes des précipitations jusqu'à l'écoulement dans les rivières et le débordement. On fait pareil sur les tempêtes, la grêle et encore la submersion marine. Et puis, on fait aussi de la modélisation pour évaluer la vulnérabilité qui est liée au changement climatique à des échelles locales, à travers le calcul d'indicateurs climatiques, des descentes d'échelle, des simulations du GIEC, pour avoir un impact local de ce que pourrait donner le changement climatique. Et puis, on fait aussi de la correction de biais sur ces modèles-là. Donc, quelques exemples de modélisation à très haute résolution qu'on a pu réaliser avec le modèle WRF du NCAR qui est présent sur le Crian. Donc, cyclone sur la Martinique, on a été appelé à travailler avec la Caisse centrale de réassurance qui est en charge de l'indemnisation des CatNat et qui s'interrogeait sur l'impact d'un cyclone de type Irma s'il n'était pas passé là où il est passé, mais s'il était passé sur la Guadeloupe ou sur la Martinique. Donc, l'idée a été de perturber là, les modèles pour faire passer Irma sur une autre trajectoire pour voir un petit peu quel aurait été l'impact de ce cyclone-là s'il était passé ailleurs que là où il était passé. Bon, l'exemple, la tempête Lothar, qui est la tempête de 1999 qu'on a encore en tête et qui a été destructrice sur la France, et on vous en présentera un petit peu ce qu'on en a pu en faire de cette tempête-là. Et puis autrement, on a d'autres exemples de modélisation à très haute résolution. On a de la prévision météorologique à très fine échelle. Donc, en fine échelle, on descend à l'échelle du kilomètre. Donc là, c'est plus dans un cadre d'estimation des vitesses de vent sur les plans d'eau pour les Jeux Olympiques 2024. Et autrement, des événements pluviométriques sur l'Atlas, nous avons travaillé avec la Banque mondiale avec le Fonds de solidarité marocain des catastrophes naturelles qui met en place un modèle d'inondation. Et pour ce faire, nous sommes intervenus sur la partie, on va dire, recréation des événements pluviométriques à très haute résolution à partir de données de réanalyse.
Donc, la collaboration avec le client, depuis, alors on est une structure relativement jeune, mais ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, Blandine et moi, et à travers d'autres structures. Donc, on a une collaboration qui date qui a débuté en 2016, dans le cadre de travaux avec une société qui s'appelait Metiguet, dans laquelle on travaillait tous les deux. Et aujourd'hui, on va dire que toute l'activité de la modélisation atmosphérique de RIS WeatherTech est effectuée sur le serveur du client. Donc, on rappelle ici rapidement les caractéristiques techniques du client, mais elles vous ont été rappelées dans une présentation précédente. Donc, on va pouvoir passer. Donc, voilà un peu, quand on vous dit avec qui on travaille, on est une petite structure, mais on travaille quand même avec des gens relativement importants aujourd'hui. Bon, ce secteur assurantiel, CCR, Covea, AXA, Aviva. En industriel, on travaille aussi bien avec la SNCF qu'avec Résalliance, qui est une spin-off de Vinci. On travaille aussi avec des grands institutionnels comme l'ADEME, l'Agence française de développement, la Banque mondiale, ou alors avec des cabinets plus spécialisés comme Hydroconseil, Créocéan, Actera. Alors là, on va vous présenter les travaux que nous avons réalisés de recherche et de développement sur la création d'un catalogue de tempêtes probables à haute résolution sur la France. Alors le contexte, c'est Météo France a recensé environ 350 événements tempétueux depuis 1980. C'est environ, on a 9 tempêtes par an qui touchent le territoire. Selon leur intensité et les territoires qu'elles affectent, elles peuvent créer plus ou moins de dommages matériels et immatériels sur les bâtiments, les infrastructures de transport, les réseaux ou encore tout le domaine agricole. Donc pour le seul secteur de l'assurance dommages aux biens, ça représente un coût annuel moyen d'environ 1,2 milliard d'euros, les tempêtes en France, avec des records de plus de 10 milliards d'euros, rien que pour l'année 1999, où on a eu 2 tempêtes successives. Pour mémoire, Lothar était classé comme un ouragan de catégorie 3. Et avec l'émergence des nouveaux risques, comme par exemple les éoliennes, les panneaux solaires, on se dit que la sinistralité tempête pourrait bien venir augmenter, non pas du fait de la tempête en elle-même, il n'y a pas forcément de signe aujourd'hui qui montrent qu'on aura plus de tempêtes demain qu'hier avec le changement climatique, mais ce qui va changer, c'est que les biens assurés ou les biens que nous avons vont prendre de la valeur et donc on risque de créer plus de dégâts. Donc, dans ce contexte-là, l'idée était d'essayer d'envisager toutes les tempêtes possibles qui pourraient toucher le territoire métropolitain. Pour avoir des scénarios extrêmes, on a un scénario extrême qui est la tempête Lothar avec plus de 180 km/h à Paris, des 200 et quelques km/h dans les Vosges. Mais est-ce que ces scénarios-là sont vraiment extrêmes? Parce que s'ils sont décalés de quelques centaines ou quelques dizaines de kilomètres, ils peuvent toucher plus ou moins les zones urbanisées et donc avoir des empreintes spatiales différentes et évidemment avoir des coûts pour la collectivité différents. Donc, c'était envisager tous les scénarios extrêmes et puis des scénarios moins extrêmes. Donc, mieux connaître aussi l'exposition potentielle d'un territoire à cet aléa, parce ce n'est pas 350 tempêtes qui permettent de bien connaître. Et puis derrière, ça va permettre de probabiliser un petit peu la sinistralité, donc de développer des modèles probabilistes pour le secteur assurantiel. Et enfin, ce travail-là, ça va aussi permettre d'approfondir la connaissance de la vulnérabilité des infrastructures vis-à-vis de l'intensité des tempêtes. Donc, que ce soit les infrastructures de transport, l'infrastructure électrique, et ainsi de suite. Donc là, je laisse la parole à Blandine qui maintenant reprend le vif du sujet. Donc, je vais vous présenter le cadre de l'étude. Donc, on a commencé par une bibliographie sur les travaux scientifiques existants sur le sujet. Donc, il existe des catalogues de tempêtes historiques qui sont disponibles. Donc, un catalogue qui a été fait par le Met Office. Ils ont simulé 52 tempêtes entre 1980 et 2013 à une résolution de 22 km. Donc, ça veut dire que dans leur modèle, il y a un point tous les 22 km. Donc, on voit en haut à droite, ici, une image d'une tempête. Donc, c'est l'Extreme Windstorm Catalogue qui est disponible sur le net. Météo France a également réalisé un catalogue de tempêtes historiques avec 354 tempêtes à 2,5 km de résolution. Donc, on voit en bas à droite
Donc, que la résolution est beaucoup plus fine dans le catalogue de tempêtes de Météo France. Après, on a juste des images et pas les fichiers de données qui sont disponibles. Alors, ce qui nous intéresse, c'est plus un catalogue probabiliste de tempêtes, parce que dans le catalogue de tempêtes historiques, on en a au maximum 350. Comme disait Gilles, ce n'est pas suffisant. Donc là, il y a un seul travail qui a été fait là-dessus, c'est un catalogue de 10 000 tempêtes qui a été créé par le LSCE, un laboratoire de l'UPSL, avec un générateur de temps stochastique basé sur des analogues de la circulation atmosphérique à 70 km de résolution. Donc on voit la carte en haut à droite qui nous montre un peu avec les petits carrés là, la résolution qu'on a qui n'est pas très fine de ces simulations de tempêtes. Et après, elles vont être déviées. En fait, leur trajectoire va être déviée de façon probabiliste pour créer comme ça d'autres tempêtes. Mais les tempêtes ne sont pas vraiment simulées avec un modèle d'atmosphère. Donc, elles sont statistiquement plausibles, mais elles ne sont pas forcément réalistes d'un point de vue physique. Donc, il n'existe donc pas de catalogue probabiliste de tempêtes réaliste du point de vue des processus physiques météorologiques et à haute résolution spatiale et temporelle. Donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire dans ce projet, d'où le caractère innovant de notre étude. Donc, quelle méthodologie a été utilisée? On a simulé à l'aide du modèle météorologique WRF du NCAR, donc c'est le modèle météo qui est créé par le NCAR, un jeu de 10 000 tempêtes réalistes sur la France. À la résolution spatiale de 5 km, donc vous voyez en haut à droite un petit peu ce que ça donne comme résolution sur la carte de France, et avec une fréquence temporelle de 10 minutes, donc toutes les 10 minutes, on a une idée de la valeur du vent en surface et des rafales, afin d'obtenir une cartographie de la vitesse maximale des rafales à haute résolution spatiale pour chacune des tempêtes simulées. Donc là, c'est un exemple. Donc notre méthodologie consiste en deux phases. Déjà, on a resimulé les 350 tempêtes recensées par Météo France sur la période 1980-2020. Donc là, on voit à droite, par exemple, en 99, il y en avait 8. Et puis, on a marqué voilà, on s'est servi de la date de début de la tempête et du nom quand elle a eu un nom. Donc, on a répertorié comme ça toutes les tempêtes. Et ensuite, pour chaque tempête qu'on a simulée, on l'a perturbée stochastiquement 28 fois. Donc, pour chaque tempête, on aura un ensemble de 28 tempêtes perturbées afin d'obtenir un ensemble de tempêtes météorologiquement réalistes. Donc, cette perturbation stochastique, c'est une méthode utilisée dans la prévision météorologique. Donc, si on prend la première partie, la simulation des tempêtes historiques, donc on utilise le modèle WRF. C'est un modèle à aire limité, c'est-à-dire qu'il ne simule pas toute la planète, mais il simule seulement une zone de la planète, ce qui permet de simuler à plus haute résolution parce qu'il y a moins de points, du coup, moins de points physiques. Et il permet de réaliser des descentes d'échelle dynamiques, c'est-à-dire de partir d'une maille avec un point tous les 25 km à une maille à 5 km, par exemple. Donc, comme c'est un modèle à aire limité, il faut bien que l'atmosphère voit ce qui arrive du point de vue global. Et donc, on est obligé de forcer dans une limite là, qui est autour, dans un contour, une espèce de frontière, donc qui est représentée en blanc sur la carte, par des sorties de modèles qui sont globales en fait. Donc là, on a utilisé pour forcer notre modèle WRF les réanalyses ERA5 de CMWF à 30 km de résolution. Ensuite, on a fait un domaine WRF après en bleu qui est 2 domaines emboîtés, un à 15 km et un à 5 km. Donc, on voit qu'au final, ce qu'on obtient comme résultat, c'est dans la boîte la plus petite à 5 km sur la France. On a simulé pour chaque tempête 6 jours, de J-4 à J+1, en mode nudging, c'est-à-dire qu'on colle à l'intérieur du domaine aux données de ERA5 pour que la trajectoire colle le plus possible aux observations. Alors, qu'est-ce que c'est que ces réanalyses ERA5 ? Donc ça, c'est des données qui sont données par le Centre européen. Elle fournit des estimations horaires d'un grand nombre de variables climatiques, atmosphériques, terrestres et océaniques. Les données couvrent toute la Terre, en fait, sur une grille de 30 km.
Et il faut voir toute l'atmosphère, en fait, elle est modélisée sur 137 niveaux, donc du sol en haut de l'atmosphère, de la surface jusqu'à une hauteur de 80 km. Donc ERA5, en fait, c'est le produit d'une simulation qui est faite avec un modèle météo, mais dans lequel une grande quantité d'observations météorologiques historiques sont assimilées en fait, avec des systèmes d'assimilation de données. Donc, c'est produit par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et c'est disponible en open data. Donc après, nous, pour simuler nos tempêtes historiques, on a rapatrié les données ERA5, on les a formatées. Ensuite, on a simulé avec le modèle WRF en mode nudging. Donc on voit à droite que sur la figure que c'est quand même un processus assez complexe. Il faut tout reprojeter sur des grilles. Et, enfin, il y a plein d'étapes dans la simulation avec le modèle WRF. Et ensuite, on a calculé une estimation des rafales à partir des variables de sortie de WRF. L'objectif étant de calculer l'intensité maximum des rafales sur la tempête, sur chaque tempête, et de projeter dans une projection géographique adéquate. Donc, ça demande quand même pas mal d'heures de calcul. Donc, on voit que pour une tempête, chaque tempête, on a utilisé à peu près 84 heures CPU par tempête, sachant qu'on en a fait 10 000. Donc là, je vais juste vous présenter rapidement les résultats. Donc, quelles sont les tempêtes majeures en France, donc d'après Météo France. Donc, il y a Lothar, Xynthia qui ont marqué les esprits, et également l'ouragan de 87, donc, que je vais vous présenter après. Donc, c'était une tempête qui avait des rafales très fortes. On voit sur la figure de droite qu'elle a des rafales d'une intensité aussi forte que celle de Lothar. Elle a touché une surface plus faible. Donc, cette tempête, à droite, représentée dans les représentations de Météo France, et notre modélisation à gauche avec la même échelle de couleurs, avec le modèle WRF de cette tempête d'octobre 87. Donc, on voit qu'on a des résultats très satisfaisants, sachant que nous, on n'assimile pas des données observées comme on fait Météo France. Donc, alors là, je vais peut-être, je sais pas s'il y a le temps disponible pour vous montrer, je montrerai à la fin s'il y a encore un petit peu de temps la simulation des tempêtes, ce que ça donne. Je vais passer à la suite. Donc, c'était pour une petite vidéo. Donc, ensuite, une fois qu'on a simulé les tempêtes historiques, il s'agit on avait 352 tempêtes, donc on a dû les perturber stochastiquement. Donc, on a utilisé la méthode SCAPES, Stochastic Kinetic Energy Backscatter-Shim, qui consiste à simuler la turbulence atmosphérique avec un bruit blanc. Donc, cette option est disponible dans le modèle WRF avec la possibilité d'intégrer des perturbations différentes pour chaque simulation. Alors, la contrainte, c'était de perturber la tempête suffisamment tôt pour dévier sa trajectoire. Parce que sinon, si on la perturbait trop tard, finalement, on ne changeait pas assez de choses dans la tempête, on ne perturbait pas sa trajectoire. Donc, on a débuté la simulation 4 jours avant la tempête, le jour où la tempête est effective, et on a dû étendre le domaine vu que la dépression était plus loin au milieu de l'Atlantique Nord. Donc, on va décrire un tout petit peu rapidement plus cette méthode. En fait, c'est une méthode utilisée pour les prévisions météo et les prévisions de trajectoire de cyclones à 5-10 jours, donc comme dans la figure du papier que je montre à droite, où c'était une estimation des positions d'un cyclone de l'hurricane Earl. Et on voit que cette méthode a été utilisée donc, dans le papier de Judith et al. Et on voit le best track, donc c'est la position exacte. La simulation de contrôle en rose et en bleu, des différentes perturbations de trajectoire obtenues grâce à la méthode SCAPES. Et on voit donc qu'il faut quand même avoir il faut commencer à perturber suffisamment de jours en amont pour pouvoir avoir une trajectoire qui commence au bout de 4 jours vraiment à être déviée. Donc, comment
quelle est cette méthode? Elle simule en fait l'incertitude associée à la turbulence sous maille, parce que dans les modèles, on ne modélise pas la turbulence sous maille, on la paramétrise. Et donc, normalement, on la paramétrise avec un paramètre fixe, en fait. Et là, on intègre du bruit blanc dans certaines variables du modèle qui sont sujettes à la turbulence. On a une amplitude des perturbations qu'on injecte qui est très très faible, hein, par exemple 10-5 mètres carrés par seconde au carré, et les frontières latérales sont également perturbées. Et donc, c'est ça qui fait que c'est une méthode qui est réaliste en fait, du point de vue de l'atmosphère, mais qui produit des résultats vraiment très intéressants. Parce que, par exemple, pour les prévisions météo, c'est ça qui est effectué, c'est-à-dire qu'il y a des ensembles de simulations qui sont faites et après, on choisit la plus probable. Donc, pour vous montrer ce que ça donne dans notre cas, donc là, c'est la tempête Lothar de référence. C'est les rafales, en fait. Bon, en mètres par seconde, ça vous parle moins, mais vous allez voir, le tracé des tempêtes est différent. Et 4 exemples de perturbations. Donc, on voit que la trace, par exemple, la SCEPS 17, elle a touché vraiment une beaucoup plus grande partie en intensité de la France, dans la partie nord. La SCEPS 20, une plus petite partie, en fait, finalement, que la tempête de référence. La 19, avoir touché une partie encore en épargnant la Bretagne et la Normandie. Et puis, la SCEPS 18 va aussi avoir une trace différente de la tempête de référence. Donc, ça permet d'avoir tout un éventail de tempêtes probables, en fait, si jamais il y avait eu un battement de papillon 5 jours avant dans la dépression de Lothar, ben, ça aurait pu donner ces tempêtes-là, en fait. Donc, on a collaboré avec le Crillon sur ce projet. On a réalisé donc, ce projet sur le serveur Myriad du Crillon. Une fois les tests de R&D effectués donc pour mettre en place la méthodologie, la partie production de jeux de données a été réalisée en à peu près 1 mois. On lançait 350 simulations par jour. Chacune durait à peu près 3 heures sur 32 proc et générait à peu près 350 gigas de données. Donc ça, on n'aurait pas pu le faire si on n'avait pas été sur un serveur de ce type. Au final, le projet a nécessité 800 000 heures de calcul. Et on a bénéficié du soutien de l'équipe technique du Crillon et l'adaptation du quota d'heures de calcul et de mémoire durant la réalisation du projet. Donc en conclusion, c'est un projet de recherche innovant qui a nécessité 800 000 heures de calcul, qui a été réalisé sur le serveur Myriad du Crillon et qui a bénéficié de la subvention SIMCO. Donc, le programme qui a été présenté plus tôt, le programme national d'accompagnement des TPE, PME et ETI à l'usage de la simulation numérique. Merci pour votre attention. Merci Blandine, merci Gilles. Alors, je vais voir s'il y a eu des questions. Alors, quels sont les besoins minimaux en hardware pour faire tourner vos calculs WRF? Les besoins, en fait, ça peut se faire tourner. On peut tourner sur une machine, enfin sur un PC en local, mais c'est juste qu'on n'a pas 32 cœurs. Du coup, si on le fait sur 4 cœurs ou 8 cœurs, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question, mais WAF peut tourner sur un PC. Ok. Alors, il y a Philippe Duluc qui dit que c'était très intéressant, votre présentation. Pourquoi avez-vous choisi la tempête Lothar et pas la tempête Martin, le lendemain au sud, que je pensais plus destructrice? C'est juste un exemple. On a aussi simulé la tempête Martin. On a simulé les 352 tempêtes qui ont touché la France entre 1980 et 2020. Mais après, je vous ai présenté la tempête Lothar parce que c'est les tests préliminaires, on les a fait sur cette tempête-là qu'on connaît mieux. Enfin, je veux dire, dont on connaît mieux les impacts.
Merci, Blandine. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Risk WeatherTech? Je vous laisse poser les questions dans le chat si vous en avez d'autres. Je vais revenir sur les questions précédentes. Il y avait une question pour Delphine. Je suis étonnée sur le mot souveraineté. La totalité des technologies hardware ne le sont pas et l'on en connaît les problématiques sécuritaires. J'aimerais en savoir plus sur les moyens de cybersécurité déployés. Donc, en fait, quand je parlais de souveraineté, donc je parlais des centres de calcul qui sont des zones à régime restrictif ZRR et qui sont donc avec un accès réglementé avec la protection du potentiel scientifique et technique national. Donc voilà, donc il y a énormément de sécurité. Les 3 centres sont aussi localisés en France. Les données restent en France. Donc voilà, je ne sais pas si j'avais répondu à votre question. Peut-être que tu peux préciser sur le processeur européen qui est en cours d'acquisition, enfin de... Je te laisse en... Ah, ok. On intervient dans un projet qui s'appelle EPI, donc un projet européen qui a pour but justement de se défaire un peu de ces technologies non européennes pour développer un processeur européen. Donc, c'est en cours de développement et normalement, la prochaine machine Exascale qui sera installée en France devrait intégrer ces technologies-là. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question en entier. Il y avait une question aussi, doit-on avoir un background de publication scientifique pour être retenu indépendamment du projet, pour accéder au DARI? Non, on n'a pas besoin. En fait, lors de la première soumission, on doit parler du background de la thématique s'il n'y a pas de publication par l'équipe. Donc non, il n'y a pas besoin d'avoir de publication par la compagnie ou par le laboratoire académique en question. Par contre, à l'issue des projets, on demande à ce que les résultats soient soumis à des publications. Oui.